Bienvenue dans la 12e vidéo de ce cours sur Python. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre apprentissage de la programmation orientée objet en définissant les autres classes de notre petit RPG textuel et en découvrant le principe de l'héritage et les imports en Python. Et ça sera déjà pas mal. Donc du coup, on va ici réexpliquer un petit peu l'héritage rapidement. Théoriquement, donc vous avez ici une classe héros, d'ailleurs il lui manque un petit S ici, qui va hériter de la classe personnage dans sa définition. C'est-à-dire que la classe héros va récupérer les propriétés et les méthodes de la classe personnage et les enrichir avec ses propres propriétés et ses propres méthodes. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va ici retourner dans Python, dans PyCharm, pardon, et j'ai supprimé d'ailleurs tous les exemples, tous les tests qu'on avait fait ici dans le fichier personnage.py, puisque dans ce fichier, il doit contenir uniquement la classe personnage. C'est une convention et c'est comme ça qu'on s'organise aussi bien. Comme ça, quand on verra notre projet, on pourra ouvrir directement le fichier correspondant à la classe. D'accord ? J'avais déjà dit qu'un fichier en Python, ça s'appelait un module. Donc c'est bien de connaître le nom. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau module que je vais appeler héros. Et ce module, il va contenir la définition de la classe héros qui va hériter de la classe personnage. Alors pour définir l'héritage en Python, on va utiliser tout simplement entre les parenthèses de la définition de la classe le nom d'une autre classe qui va être la superclasse, c'est-à-dire la classe qui va être héritée, qui va nous donner ses propriétés et ses méthodes dans cette propre classe, dans sa propre classe. C'est-à-dire la classe héros va donc hériter de personnages, donc du coup je vais mettre tout simplement que je vais hériter de personnages ici. Le problème, c'est que personnage, eh bien c'est pas quelque chose de connu dans ce module, dans ce fichier. Du coup, il va falloir que je dise à Python que je veux importer la classe personnage qui se trouve dans le module personnage. D'accord ? Donc il y a bien deux notions à séparer ici, c'est le module et ce qui est contenu dans le module. Ce qui est contenu dans le module, c'est uniquement la classe personnage, mais il pourrait très bien y avoir ici une méthode Toto, une fonction Toto qui ferait tout simplement par exemple un print de Toto, comme ceci. Donc là j'ai deux entités, j'ai la classe personnage, la définition de la classe personnage, et j'ai une fonction Toto, d'accord, dans ce même module qui s'appelle personnage. Du coup ici je pourrais en Python importer par exemple tout ce qui se trouve dans personnage, donc c'est-à-dire là en l'occurrence ma fonction Toto et ma classe. Pour ce faire, je pourrais faire import personnage, et là donc là ça m'importe tout ce qui se trouve ici dans ce fichier personnage, dans ce module personnage. Par contre, ce que j'aurais dû faire ici, c'est dire que dans le fichier personnage, dans le module personnage, avec un point, je veux récupérer la classe personnage. Parce qu'effectivement, dans le module, il y a plusieurs choses. Il y a la classe personnage et la fonction Toto. Là, Python, il ne sait pas ce que je veux récupérer dedans, donc il faut que je lui précise que dans le module, avec le point, ici, je veux récupérer l'entité en question. Donc là, c'est la définition de la classe personnage. D'accord ? J'aurais pu très bien ici, donc là je vais juste commenter cette ligne, j'aurais pu très bien ici dire que je veux, dans le fichier personnage, récupérer la fonction Toto et l'appeler. Et là, ça aurait fonctionné effectivement si je lance mon fichier, donc clic droit, run, hero. Vous voyez que ça m'affiche bien Toto, en appelant ici une fonction qui se trouve dans un autre module qui est ici. D'accord ? Je vais supprimer cette fonction. Et je vais supprimer ici cet import et supprimer ça. Et je vais revenir à la définition de ma classe. Donc moi, je veux importer quelque chose de spécifique qui se trouve dans un module. Pour ce faire, je peux dire from personnage. Personnage, c'est le nom du module ici. Donc depuis personnage, je veux importer une classe qui s'appelle personnage. D'accord ? D'ailleurs, lorsque vous écrivez cette ligne, l'éditeur ici, PyCharm, vous aide. Là, vous voyez qu'il vous met un petit icône ici et vous montre qui représente le script, hein, le fichier, le module, et vous donne d'ailleurs ici l'architecture, le chemin, le path. Et vous pouvez aussi, quand vous faites un import et que vous tapez par exemple juste P, observez ici qu'il y a un petit C pour classe. Donc là, j'importe bien la classe qui se trouve dans le module personnage. D'accord ? La classe personnage qui se trouve dans le module personnage. Du coup, ici, j'ai pas besoin de lui spécifier que ça se trouve dans le module personnage puisque je l'ai déjà importé depuis le module personnage. D'accord ? Donc ici, je peux justement
je peux juste, pardon, spécifier que je veux le personnage, puisqu'il sait de quoi il s'agit. Première chose à faire quand on définit une classe, c'est définir son constructeur. Enfin, de manière générale, première chose à faire. Et quand on définit un constructeur, voilà, c'est avec la méthode magique init. Et ensuite, je vais lui définir donc ses propriétés et ses méthodes. Donc, je vais avoir une propriété qui va s'appeler inventaire. Je vais avoir une propriété qui s'appelle arme et argent. Donc, self.inventaire qui va être égal à quelque chose. Self.arme qui va être égal à quelque chose. Et self.argent qui va être égal à quelque chose. Alors, c'est que les valeurs de ces propriétés, je vais les passer en paramètres de init, comme on avait fait ici dans la classe personnage. Ici, on avait passé pose, v, p, t, e, pour gagner du temps dans l'écriture. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mêmes noms, ça sera moins troublant. Inventaire, arme et argent. Donc ça sera les paramètres que je vais récupérer ici lors de l'appel lors de la création de l'objet. Lors de la création de l'objet, souvenez-vous, on invoque la méthode init. Et là, peut-être c'est source de confusion peut-être pour un débutant, mais là, vous voyez qu'on a mis juste les mêmes noms pour les propriétés et les paramètres qui sont passés. Attention, c'est bien quelque chose de différent. Ici, inventaire est une propriété qui est rattachée à un objet, d'accord, à self, l'objet qui est sur lequel on a appelé ou qui a été construit dans le cas de la méthode init. Donc, souvenez-vous bien que ici, ça c'est une propriété qui est rattachée à un objet, et ça c'est un paramètre, d'accord, qui est passé. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand Python il va analyser ça? Il va voir le signe égal, il va se mettre tout de suite à droite, il va se dire, ok, inventaire, c'est un paramètre qui est passé en paramètre, d'accord? Ensuite, il va attribuer tout ça à ce qui se trouve à gauche, et ce qui se trouve à gauche, alors c'est pas bien, je parle pas bien là en disant ça, mais c'est pour vous donner un schéma. Il va attribuer à ce qui se trouve à gauche, c'est-à-dire la propriété qui va être créée, la valeur du paramètre ici inventaire. Pareil pour arme, pareil pour argent. Donc du coup, inventaire, c'est pas du tout la même chose que ici self.inventaire. D'accord? Donc là, du coup, j'ai défini, j'ai défini les propriétés de mon objet héros. Alors, je vais revenir dans le constructeur un petit peu plus tard, mais d'abord, je vais définir le reste des méthodes ici de mon héros. Ça va être ramasser item, vendre item, utiliser item. Donc, def ramasser item qui va prendre en paramètre un item ici. Je vais avoir une autre définition qui va être vendre item qui va récupérer ici un item et utiliser item qui va récupérer un item en paramètre. Alors, la fonction ramasser item, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement l'ajouter à l'inventaire. D'accord? L'inventaire, ça sera une liste d'objets item. Item va être, souvenez-vous, une classe. Ici, une classe. Donc ici, dans la méthode ramasser item, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui passer un objet de type item. D'accord? Alors là, item, c'est pas le nom d'une classe, hein, c'est vraiment un paramètre. Hein, ne faites pas la confusion, j'aurais pu l'appeler i. On va l'appeler i d'ailleurs pour pas que ça soit confus. Donc i sera un objet de type item. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire tout simplement dans inventaire, dans la propriété inventaire, je vais ajouter, avec la méthode append des listes, je vais ajouter mon objet i. D'accord? Mon objet i de type item. Je sais, moi, en tant que développeur, que la propriété self-inventaire sera une liste. C'est-à-dire que si je fais une erreur lors de la création d'un objet héros et que je lui passe ici, à la place d'une liste, je lui passe un nombre, eh bien Python va pas être content lorsqu'il va vouloir faire un append dans la méthode ramasser item. Il va pas être content parce que append n'existe pas sur un nombre, sur un entier par exemple, sur un objet de type entier. Ça existe que sur un objet de type liste. D'accord? Donc il va bien falloir faire attention lorsqu'on créera un objet héros de passer ici une liste en paramètres de notre constructeur. Donc du coup, ici j'ai ajouté mon item, mais attention, quand on ramasse un item, ça coûte de l'argent. D'accord? On va dire qu'à chaque fois qu'on ramasse un item, eh bien cet item il a un prix, et nous, il va falloir que l'on paye, que l'on dépose de l'argent pour récupérer cet item. Alors en fait, ramasser item, c'est plutôt ramasser item dans un magasin, on dirait en fait.
ce serait plutôt acheter item. Donc je vous propose d'ailleurs de renommer cette fonction acheter item. Donc du coup, l'achat de cet item, il aura un prix. Et nous, comme on sait que i va être de type item et que dans item, on va retrouver un prix, eh bien, je vais pouvoir faire tout simplement que self.argent, qui est l'argent de l'objet héros, eh bien, va être égal à va se voir soustraire, pardon, le prix d'un item, c'est-à-dire i.prix. Vous savez par contre que c'est pas très bien d'accéder directement à une propriété d'un objet. Donc du coup là, dans item, je vais déclarer une fonction qui s'appelle getPrix. Donc là, il faudra imaginer que dans l'item, il y aura une autre méthode qui va s'appeler getPrix. Et getPrix va nous retourner le prix de l'item. On n'accède pas directement aux propriétés d'un item, souvenez-vous. D'un objet, souvenez-vous. Donc là, du coup, le moins égal va soustraire. Souvenez-vous, c'est une décrémentation, c'est-à-dire que c'est équivalent à ceci. D'accord? Donc je vais revenir là, je vais faire moins égal. Ici, c'est plus rapide. Donc du coup, là, je vais soustraire à mon argent, à l'argent du héros, je vais lui soustraire le prix de l'item. D'accord? Et je vais l'ajouter à l'inventaire avec un append. Et je sais implicitement que inventaire sera une liste. D'accord? Alors, vendre item. Alors, pour vendre item, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc ici self.argent qui va gagner une valeur positive, qui va se voir incrémenter sa valeur. Effectivement, là, on va gagner de l'argent puisqu'on va le vendre, mais il va aussi disparaître de notre inventaire. Donc, pour gagner de l'argent, je vais tout simplement récupérer le prix de l'item, mais je vais le diviser par 2. Parce que si on vend un item, on va récupérer que 50% de la valeur de l'item. D'accord? Donc je récupère le prix de l'item qui sera passé ici en paramètre. Donc c'est le i ici qui sera passé par la méthode vendre item. Et juste avant, et donc je vais le diviser par 2, donc je vais gagner cet argent. Mais juste avant, il va falloir que je vérifie si cet item il est bien dans ma liste. Parce que je ne vais pas vendre un item qui n'est pas dans ma liste. D'accord? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner de l'argent que si mon item il est dans la liste. Donc c'est-à-dire, si dans l'inventaire, qui est une liste, alors au passage, c'est self.inventaire. Et au passage, pour avoir ici dans PyCharm toutes les méthodes d'une liste, je pourrais très bien ici, au lieu de passer directement le paramètre ici, je pourrais très bien lui dire je veux une liste vide directement par défaut, et quand je vais mettre un point ici, il va m'afficher toutes les méthodes qui existent. D'accord? Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je veux, par exemple, eh bien, savoir si il existe un item dans ma liste. Donc là, je vais avoir une méthode qui s'appelle normalement contains. Alors excusez-moi, c'est pas contains, c'est on utilise une syntaxe avec un mot-clé qui s'appelle in. Donc là, je vais pouvoir faire est-ce que i in self.inventaire, ça veut tout simplement dire est-ce que i se trouve dans l'inventaire, d'accord? Est-ce que l'item se trouve dans l'inventaire? À ce moment-là, je mets 2 points, et à ce moment-là, je peux gagner de l'argent, et je peux aussi supprimer, effectivement, dans l'inventaire, mon objet, donc self.inventaire.remove, et je supprime l'objet qui s'appelle i. D'accord? Enfin, c'est pas qui s'appelle i, qui est i, l'objet i, d'accord? Donc je vais réexpliquer tout ça, je vais juste remettre ici ma valeur, passer un paramètre dans le constructeur. Je ne vais pas tout simplement hard-coder une liste ici. Donc je vais réexpliquer ici l'ensemble de ça. Donc si l'objet i qui est passé en paramètre de la fonction de la méthode vendre item se trouve, donc in, se trouve dans l'inventaire, qui est propre à l'objet héros, à ce moment-là, l'argent de cet objet héros se verra incrémenté de la moitié du prix de l'item, et l'inventaire se verra retirer l'item. D'accord?
Ensuite ici, utiliser item. Alors pareil, si notre item se trouve dans l'inventaire, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser l'item, et pour utiliser l'item, je vais appeler une action sur l'item, puisque les items auront des actions. Donc je vais appeler l'action de l'item i qui est passé en paramètre utiliser item. Si par contre on n'a pas l'item, je vais mettre ici else et je vais mettre un print direct pas cet item n'est pas dans l'inventaire. Et je vais faire la même chose ici pour la vente de l'item. Du coup, eh bien là on avance plutôt pas mal. On a donc déclaré ici nos méthodes, nos différentes méthodes, nos différents comment on appelle ça, nos différentes propriétés aussi. Mais maintenant, il va falloir que l'on définisse bien la classe item pour savoir ce que l'on passe en paramètre ici et qu'il s'agisse bien d'un item. Mais juste avant, je vais juste vous présenter une autre chose concernant le constructeur ici, parce que là, lorsque l'on va créer un objet héros, on aura passé juste inventaire, armes et argent. Mais souvenez-vous, héros va hériter de personnage. D'accord? Donc héros va hériter de personnage. Lorsque l'on invoquera la méthode init de héros, on ne va pas renseigner ici les propriétés, puisqu'on ne lui passe pas aucun paramètre. Dans la logique, ça serait pas mal de pouvoir passer en paramètre aussi d'autres paramètres qui se trouvent ici. Vous allez voir, en fait, ça va devenir logique. C'est peut-être un petit peu confus pour l'instant, mais comme ici, l'objet héros va avoir ici, vous voyez, une puissance, une arme, de l'endurance, une position, un type, etc. Et globalement, tout ce qui se trouve dans le personnage. Vous voyez que ici, d'ailleurs, à la droite, ici, ça me met bien que ça, c'est quelque chose qui a été hérité de personnage. Et bien, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement redéfinir à chaque fois. Donc, puissance est égale à la puissance. Je pourrais refaire donc self. Ici, récupérer la position, etc., etc. Définir toutes mes méthodes. Mais il y a un truc encore plus simple à faire, c'est tout simplement appeler le constructeur de personnage directement dans Hero. Alors, ce que ça veut dire que lorsque je vais appeler le constructeur de Hero, ça va donc ici, lorsque je vais créer mon héros, ça va appeler la méthode init. Je vais renseigner tous ces paramètres là. Je vais utiliser que les trois premiers, c'est-à-dire inventaire, armes et argent, pour définir mes propres propriétés. Attention, ça c'est pas des propriétés de personnage, hein, c'est mes propres propriétés. Et je vais appeler le constructeur du parent, comme si c'était une méthode qui était définie dans héros, pour renseigner les propriétés qui se trouvent dans personnage mais qui ont été héritées dans héros. Et je vais utiliser les valeurs qui seront passées en paramètres ici de ce constructeur dans le constructeur de ma classe parente qui est personnage. Alors il faut savoir que la classe parent en programmation on appelle ça aussi une super classe, et c'est pour ça qu'en Python il y a une méthode qui s'appelle super qui va prendre en paramètre le type de la classe dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire héros, qui va prendre l'objet héros et qui va ensuite appeler la méthode init dessus. Et ces méthodes, ça va être la position, la vie, P la puissance, le type et l'endurance. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe, on va creuser les choses. Donc lorsque j'appelle la fonction super en lui passant hero et self, qu'est-ce qui se passe exactement derrière? Tout ça va nous retourner l'objet personnage qui se cache derrière l'objet héros. C'est un petit peu compliqué à visualiser, mais imaginez que vous avez un héros ici, que vous allez créer un objet héros. Ce qui va se passer, c'est que vous allez lui passer un inventaire, donc là c'est une liste, vous allez lui passer une arme, ça va être par exemple bâton,
bâton magique, vous allez lui passer de l'argent, on va dire qu'il a 50 d'or, vous allez lui passer une position, donc là c'est une position qui est sous forme de liste, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, vous allez lui passer de la vie, on va dire qu'il a 100 de vie au début, vous allez lui passer de la puissance, on va dire qu'il a 90 de puissance, on va dire que ça va être un magicien, c'est le type, et on va dire qu'il a par exemple 30 d'endurance. Donc quand vous allez faire tout ça, ce qui va se passer c'est que héros, c'est un personnage aussi, puisqu'il hérite de personnages, c'est-à-dire que c'est un personnage entre guillemets amélioré, puisqu'il a d'autres propriétés et d'autres méthodes. Donc quand je fais ici un super héros et self, en gros ce que je fais ici, c'est que j'accède aux personnages qui se cachent derrière héros. J'accède aux propriétés, aux méthodes de personnages au travers du héros, d'accord? C'est un petit peu compliqué à visualiser, mais globalement, il faut savoir que là, j'accède à la nature personnage qui est... j'accède au personnage qui fait partie du héros. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de vous donner plusieurs exemples, mais c'est assez dur à visualiser, j'imagine, pour quelqu'un qui débute en programmation d'objet. Mais vraiment, il faut bien s'imaginer que quand j'appelle super en passant le type héros et self, là, le self, ça sera donc l'objet héros. Héros, ça sera le type ici que je vais passer. Il va, en gros, globalement, super va s'en servir pour récupérer la classe héritée. Du coup, ici, il va savoir qu'on va appeler la méthode init de personnage, ici, qui fait partie de la nature de l'objet héros. D'accord? Et le constructeur ici de personnage, eh bien, va prendre en paramètre eh bien, ces valeurs, puisque vous voyez qu'il attend des paramètres. Et ces valeurs pos, v, p, t et e vont être passées en paramètres depuis le constructeur, non pas de personnage, mais de héros. D'accord? Donc je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore tout compris. Mais là, je vais afficher quelque chose dans la console, par exemple, dans le constructeur de personnage. Si je fais un run de tout ça, run héros, vous voyez bien que ça m'affiche dans le constructeur de personnage. Alors que le héros, alors que le héros, déjà, je l'ai créé ici depuis excusez-moi, alors que je n'ai pas créé de personnage. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que là, j'ai quand même appelé le constructeur de personnage alors que j'ai pas créé de personnage directement. J'ai créé un héros, mais comme un héros est un personnage et que j'ai appelé le constructeur sur cette ligne de personnage à travers mon héros, qui est un personnage, eh bien, j'ai bien exécuté tout ce qui se trouve dans le constructeur de personnage. Et j'ai donc bien affiché dans le constructeur de personnage ici, et ainsi que renseigné toutes les propriétés, d'accord, de mon personnage, qui seront en fait les propriétés de mon héros, les propriétés du personnage, mais sur mon héros. D'accord? J'espère que vous visualisez bien tout correctement. Je vais refaire encore une fois une explication. Lorsque je crée mon héros ici, je vais appeler le constructeur de mon héros, d'accord, qui va prendre tous ces paramètres ici dans le constructeur lors de la création. Je vais renseigner l'inventaire, l'arme, l'argent ici, avec les 3 premiers paramètres, donc c'est-à-dire l'inventaire, ça sera une liste qui sera vide pour l'instant. L'arme, ça sera le bâton magique. 50, ça sera l'argent. Donc toutes ces propriétés vont être renseignées. Mais ensuite, le reste, ça va être des propriétés que j'ai... Ça va être des paramètres, pardon, qui vont renseigner des propriétés que j'ai héritées de mon parent, de ma super classe personnage. Donc du coup, pour les renseigner, je vais appeler le constructeur de ma super classe, comme ceci. Voilà, avec init. Et je vais lui passer les paramètres, ici, que j'ai renseignés depuis la création de mon objet héros. Et ensuite, ces paramètres, ces valeurs arrivent là. Elles renseignent bien les propriétés de mon personnage. Donc en fait, c'est-à-dire les propriétés de mon héros réellement, puisque le héros, il hérite de ses propriétés. Et du coup, j'affiche aussi ça dans le constructeur de personnage. Mais du coup, pour bien vous prouver que c'est les propriétés du héros, de l'objet héros ici qui ont été modifiées, je pourrais très bien dire ici, je veux accéder, alors je vais faire un gros print, je veux accéder à la puissance par exemple, qui vous voyez comme c'est marqué ici, et provient de personnage, provient de la nature, de la définition personnage, d'accord? Eh bien je peux effectivement le faire sans me poser de questions,
puisque je suis un héros, donc je suis un personnage. Et là, j'ai bien 90, c'est-à-dire le 90 qui a été passé en paramètre ici du constructeur de héros, ici, puissance. Et en fait, j'ai renseigné ma puissance en passant par le constructeur de personnage, ici, en faisant self.puissance. Donc en fait, le self ici, qui est là, c'est le self qui est ici, qui est passé en paramètre de super. D'accord ? Alors je vais réexpliquer peut-être comme ceci. Lorsque je fais héros ici, que je déclare un héros ici, il va être passé le self, c'est-à-dire la représentation de la création de cet objet. Donc c'est l'objet en fait. Cet objet il va être passé là. Ensuite je le passe dans la fonction super ici, qui va globalement ensuite lorsque je vais appeler init, ça va s'appeler depuis ici le héros. Et quand j'arrive ici dans la définition de personnage, ce self, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est ce self, c'est le héros, d'accord? C'est l'objet héros. Donc quand je fais self.position, ça vient me rajouter une propriété position que, en fait, moi, en tant que développeur, j'aurais défini dans la classe personnage, mais qui appartient réellement au héros, ainsi que toutes les autres méthodes qui se trouvent là, d'accord? Donc j'espère que c'est pas trop confus, je vous invite à revisionner la vidéo pour bien comprendre tout ça, pour avoir plusieurs images. Et vous pouvez toujours aller dans la doc de Python pour essayer de comprendre ça, même si c'est un peu verbeux sur ce niveau-là. Mais donc je vais continuer. Donc là, du coup, maintenant, notre héros, il a défini, lors de sa création, toutes les propriétés de personnage, mais aussi ses propres propriétés. Donc du coup, je peux accéder ici, comme je le disais, dans un print, par exemple, même si c'est quelque chose à ne pas faire, je peux accéder ici aux propriétés définies, de personnages et de héros. Donc là, je peux très bien afficher le nombre d'argent que j'ai dans la console. J'ai 50 d'argent, effectivement, j'ai bien défini ici 50 d'argent. Phew! Bon, on aura vu ici quand même pas mal de choses sur l'héritage. On aura défini ici nos différentes fonctions. Maintenant, il faut qu'on définisse un item. Alors, pour définir un item, ce que je vais faire... Alors pourquoi il faut qu'on définisse item déjà? Parce que les items, on les passe en paramètres ici des différentes fonctions du héros, des différentes fonctions de classe, donc des différentes méthodes du héros. Donc si ici je fais i.getPrix, si c'est pas un item et que la méthode getPrix n'est pas définie sur un objet item, Python va me renvoyer une erreur. Donc il va falloir que je définisse ici une nouvelle classe dans un fichier séparé que je vais appeler item. L'item ici, il va hériter de rien, puisque c'est juste un item de base. C'est juste une classe qui n'hérite de rien, pardon, une classe de base. À l'intérieur ici de l'item, j'ai un prix, une description et une action. Souvenez-vous bien, j'ai une action. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir donc un prix, donc self.prix, qui va être égal au prix que je vais passer en paramètre, et une description aussi. Description. Et je vais lui définir, je vais lui expliciter un nom aussi à l'item. Donc le prix, ça sera prix. Mon item, il va avoir un nom aussi. D'accord, donc set.nom est égal à nom. Donc là, je ne l'ai pas mis ici dans l'item. La méthode action non plus, je ne l'ai pas mis aussi, mais j'évolue un petit peu le schéma qui est là. C'était juste pour expliquer les bases, mais là maintenant, on va être dans la vraie construction d'un programme. Donc self.prix va être égal au prix, self.nom va être égal au nom, la propriété description va être égale à la description qu'on va lui passer en paramètre. Du coup maintenant je peux définir une méthode action. Cette méthode action, elle va effectuer une certaine action, mais pour l'instant on va dire que ça va être juste action avec plein de points d'exclamation. Et on va définir aussi la méthode str, qui est une méthode magique, et souvenez-vous, ça retourne une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, nous, dans notre cas, ça va être l'item, ça va être le nom de l'item, donc item de point plus self.nom. Donc là, je vais afficher le nom de l'item. Je vais dire que son prix, c'est donc self.prix, c'est le prix, voilà, en question. Je vais dire que sa description, c'est la description qu'on aura passée en paramètre, donc c'est-à-dire self.description.
Voilà, donc ça c'est pour la définition d'un item. Du coup maintenant, dans mon héros, dans ma classe héros, là, dans les tests que je fais en bas de la classe ici, si je fais héros. Par exemple, acheter item, si je lui passe par exemple un item en paramètre, alors il faudrait que je définisse un nouvel item. Pour définir un nouvel item, il faut que je l'importe effectivement dans mon programme, dans mon module, pardon. Donc from item, import item, ça vous savez faire maintenant. Donc ici, je vais définir un nouvel item que je vais appeler par exemple potion, qui va être égal à un nouvel item. Cet item, il va prendre en paramètre un nom, ça va être potion. Il va prendre en paramètre un prix, on va dire qu'il coûte 10 pièces d'or, et une description permet de gagner de la vie, de regagner de la vie. Et du coup, quand je fais donc héros achat item, ce que je vais faire, c'est que là j'aurai défini ce que c'est que mon item, et là je vais lui passer en paramètre potion. Du coup, quand j'aurai acheté item, je pourrais ensuite faire, par exemple, voir combien mon héros a gagné d'argent, tout simplement en affichant son argent ici. Donc je pourrais faire un print héros.argent comme ceci. Alors l'idéal, ça serait quand même de redéfinir ici une fonction str. Je vais supprimer ici les trucs informations, etc. L'idéal, ça serait quand même de redéfinir une fonction str dans héros. Donc def underscore str, qui va non seulement appeler la méthode qui se trouve être la méthode str de notre parent, d'accord? Comme ça, on aura affiché aussi le type du héros, la position du héros, la vie du héros, la puissance du héros et l'endurance du héros. Donc, pour l'appeler, pareil, je lui passe le type en paramètre pour que Python soit en mesure de découvrir quelle est la classe héritée, donc là, personnage. Je lui passe aussi l'objet self, donc c'est l'objet héros. Et là, je vais exécuter la méthode str, comme ceci. Et en plus de cette méthode str, je vais faire un return. Alors, pardon. Il faut que je return, le contenu. Alors, c'est un petit peu tricky, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Je vais juste finir d'écrire tout ça. Donc, je vais dire que l'argent de mon personnage, ça sera argent, donc self.argent. Je vais dire que mon inventaire, je vais dire que l'arme courante, c'est celle-ci, donc self.arm. Et je vais dire que mon inventaire, c'est l'inventaire. Self.inventaire. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué ce qui va se passer là, mais je vais essayer de vous expliquer dans les détails. Lorsque l'on en fera n'importe quel print ici d'un héros, par exemple là je vais faire un print du héros, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déjà récupérer la chaîne de caractères qui a été définie, qui a été retournée par la méthode str de la classe parente personnage. Donc ça veut dire que ici str nous retourne une chaîne de caractères. Donc ici, tout ça va être égal à la chaîne de caractères qui aura été générée par la classe personnage, c'est-à-dire type de plus la propriété de l'objet type, propriété de l'objet position, etc., etc., etc. Plus ensuite je concatène avec mes nouvelles propriétés. Du coup, quand je fais un print héros ici, normalement c'est censé m'afficher toutes les propriétés du héros, d'accord, y compris celles qu'il aura héritées de personnages que l'on a décidé d'afficher ici dans la méthode str de cet objet. Donc du coup, si je reviens dans héros ici, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait héros.acheter item, j'aurais acheté une potion que j'ai définie en haut, d'accord? Donc ça pourrait être par exemple, entre guillemets, c'est Dieu ici qui définit tout ça dans le jeu, hein. Comment expliquer, nous on est le dieu du jeu et on est le maître du jeu, donc on définirait tout à quoi correspond chacun des items. Et là c'est vraiment le héros du jeu, on lui passe une potion en paramètre, il va soustraire automatiquement l'argent
s'il l'achète, il va perdre un certain nombre d'argent. Ça va le rajouter par contre à son inventaire. Et quand on fera un print ici du héros, on va appeler la méthode str ici, ça va nous afficher toutes les nouvelles propriétés de l'objet. D'ailleurs, je pourrais ici, juste avant, faire un print du héros pour voir avant et après l'achat. Donc on pourrait mettre ici un autre print, achat d'un item. Donc du coup là, si je fais un run héros, alors évidemment c'est normal que j'ai des erreurs. Can't convert int object to str. Effectivement là je peux pas convertir tout ça en string, en string sans utiliser la méthode str. Parce que je concatène des nombres alors que c'est pas possible. Je vais refaire un run. Là il va trouver d'autres... alors je peux pas convertir une liste effectivement directement. Il faut que je fasse un str pareil. Run, alors magicien, position visible. Donc là, il m'a bien affiché ici le premier print. Donc là, je vais faire début du jeu. Vous voyez, on a des erreurs et on va les corriger au fur et à mesure. Donc là, ça me met bien début du jeu. Alors, ah oui, getPrix n'existe pas. Je ne peux pas récupérer le prix de l'item. Et en fait, le getPrix est utilisé ici dans achat d'item. Acheter d'item, donc il va falloir qu'ici je définisse bien sûr la méthode getPrix, donc def getPrix, et getPrix va tout simplement me retourner le prix, donc self.prix, le prix de l'item. Je vais refaire un run, et là ça fonctionne correctement. J'avais oublié de définir getPrix. Souvenez-vous, on n'accède pas directement aux propriétés d'un objet, on passe toujours par des méthodes qui le font pour nous, pour être sûr que, eh bien, ici on puisse faire des tests. Par exemple, j'aurais pu j'aurais pu faire un test ici si le prix n'est pas négatif ou plein de choses comme ça. C'est une sécurité, je vous conseille de le faire. Donc du coup là, si on regarde ce qui se passe dans notre jeu, donc là on est au début du jeu. Ici, on a bien sûr défini un héros. On affiche le héros. Vous voyez que d'ailleurs le héros ici, ça nous affiche toutes les propriétés du héros, du héros, c'est-à-dire celles qui ont été héritées du personnage ainsi que celles du héros. Donc là, j'ai bien une vie de 100 qui a été définie ici. J'ai bien magicien, position, j'ai bien la position de mon magicien. Je sais que c'est bien un magicien. Je sais que donc là, toutes ces propriétés, toutes ces valeurs ici sont les valeurs des propriétés héritées de personnages. Et ici, j'ai bien ensuite, vous voyez, bâton magique qui est la propriété qui a été rajoutée sur l'objet héros. J'ai bien l'inventaire ici. D'ailleurs, j'ai mis juste une majuscule à l'inventaire. C'est bien une liste vide. Pour l'instant, on n'a pas d'objet. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? J'achète un item. Si je regarde mon inventaire, j'ai bien un objet ici qui a été rajouté dans ma liste d'objets. Par contre, effectivement, là, quand on fait un print d'un objet, on a uniquement son adresse qui est affichée. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ici, par exemple, quand je fais un print j'aimerais par exemple récupérer son nom, excusez-moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à la place d'afficher l'inventaire, à cet endroit-là, à la place d'afficher l'inventaire à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher avant, ici dans un autre formatage. Donc je vais faire un print inventaire, 2 points, et je vais inventaire, 2 points, et ensuite je vais parcourir une boucle for, donc l'élément dans mon inventaire, donc self.inventaire, ça vous savez faire maintenant, et je vais afficher avec un print l'élément qui se trouve dans l'inventaire, et je veux afficher plus particulièrement son nom. Et là vous voyez que j'ai que getPrix, donc moi j'aimerais récupérer juste son nom, donc je vais définir une autre méthode qui s'appelle getName. D'accord, c'est beaucoup plus propre comme ça, et elle va me retourner le nom, donc return self.name, .nom, pardon, getNom, on va le rester en français, pardon. Et je vous avais dit que c'est pas propre du tout d'appeler directement la propriété comme ça. Là, je peux faire donc i.getNom
comme ceci. Donc, getNow va me retourner le nom, nickel. Donc là, j'affiche juste le nom. Alors là, si je fais un run, ça devrait fonctionner. Donc là, vous voyez que l'inventaire, ici, il m'affiche rien. Par contre, ici, inventaire... Alors, on n'a pas fonctionné, effectivement. J'ai oublié les parenthèses ici de l'appel de la méthode. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai l'inventaire. Au début, alors, je vais faire un autre formatage parce que c'est pas propre du tout pour l'inventaire ici. Je vais mettre des étoiles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vais terminer par des étoiles ici. Comme ceci. Et ici, juste avant dans le print, je vais afficher un tiret. Comme ça. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai fait dans quelques instants, mais juste pour que vous voyez, c'est beaucoup plus propre comme ça d'avoir... Ah, j'ai mis un truc à la fin qu'il ne faut pas. Voilà, c'est beaucoup plus propre ici d'avoir inventaire comme ça, et vous voyez qu'à l'intérieur de l'inventaire, on a bien une potion. Alors, je vais expliquer le formatage. Tout simplement, j'affiche ici ça. Ici, je fais une boucle sur tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ma liste. Donc ça, on sait faire. On sait absolument parcourir une liste comme ceci. Ensuite, je fais un print d'un tiret que je concatène avec getNow. Ici, i ici représentera l'élément qu'on est en train de parcourir dans la liste. On sait que nous, l'élément qu'on est en train de parcourir dans la liste inventaire, eh bien c'est un item, puisqu'on sait que dans inventaire, on n'aura que des items. Et sur un item, je peux appeler la méthode getNow ici, qui me retourne la propriété nom de l'objet. D'accord? Puisqu'on passe par un getter, on n'appelle pas directement la propriété directement sur l'objet. Donc là, dans Hero, j'accède bien à la propriété nom en passant par un getter, par une méthode getNow. Et je l'affiche. Et à la fin, je ferme mon inventaire pour que visuellement on puisse voir quelque chose ici. Je pourrais même d'ailleurs ici, maintenant vous savez faire aussi, mettre un /n ici, un caractère spécial pour avoir un retour à la ligne. Et ici un /n aussi, comme ça j'ai un retour à la ligne au début, avant d'appeler mon inventaire. J'ai un retour à la ligne après avoir appelé mon inventaire, c'est plus propre comme ça. Vous voyez qu'on a l'inventaire qui est affiché directement comme ça. Donc à chaque fois qu'on appellera ici un print sur un héros, on affichera son inventaire et toutes ses propriétés, sauf l'inventaire. Donc, si je récapitule mon programme, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai créé donc un héros. Début du jeu, j'affiche mon héros, donc son inventaire et ses propriétés pour voir ce qui se passe. Ensuite, je définis ce qu'est une potion. Donc, qu'est-ce qu'une potion? C'est ça. Voilà, une potion, c'est un item qui s'appelle potion, qui coûte 10 d'or, qui permet de régénérer de la vie. Donc, c'est sa description. Là, ici, j'affiche achat d'un item. Et ensuite, je réaffiche... j'achète un item, donc j'appelle la méthode acheter item de la classe héros. Donc la méthode acheter item de la classe héros, ici, elle prend en paramètre un item, d'accord? Cet item, on récupère son prix, on le soustrait à argent de héros, donc la propriété argent de héros, et on l'ajoute dans l'inventaire de notre héros, d'accord? Ici, donc c'est bien la potion que je veux acheter. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait on récupère le prix de la potion ici globalement dans la méthode acheter. Et donc je le soustrais à l'argent. Donc du coup si j'affiche mon jeu ici, vous voyez que l'argent qui était au début de 50 ici a bien baissé de 10, soit le prix de la potion qu'on va acheter. D'ailleurs au passage, ici on avait un str sur la potion. Je pourrais très bien ici afficher print potion. Si je fais un run, vous voyez que print potion, ça n'a apparemment pas fonctionné. Ah oui, je peux pas convertir, je peux pas concaténer, pardon, un int ici. Donc là, j'ai que le prix qui est un int. Je vais refaire un run. Donc là, vous voyez bien que ici, ça m'a affiché l'item, d'accord? Donc c'est une potion qui vaut 10. Description permet de regagner de la vie, d'accord? Ici, j'achète un item, mon inventaire se remplit d'une potion, d'accord? Par contre, mon argent baisse de 10, donc maintenant je suis à un argent qui vaut 40. C'est effectivement le cas, puisque j'étais à 50 à la base. Donc voilà, là on commence à avoir une modélisation d'un RPG qui commence à être un peu plus robuste que ce qu'on avait juste dans la vidéo précédente. On est passé un niveau au-dessus. J'espère que vous avez bien compris jusque-là. Il nous reste quelques petites choses
à rajouter. Donc on va rajouter ici justement maintenant un vrai objet potion et un vrai objet or, d'accord. On va pas le faire directement sur l'item puisque la potion aura une particularité en plus de son action, c'est combien de vie. Donc ça nous retournera combien la potion nous régène quand on l'utilise. Et ici or, combien d'argent nous indiquera combien d'argent on peut récupérer. Donc globalement quelle est la valeur de l'or. Alors du coup ce que je vais faire c'est ah oui, j'ai oublié de vous montrer, on peut utiliser d'autres méthodes aussi bien sûr sur les héros, on va le faire. Donc là je pourrais très bien faire par exemple utiliser item, et souvenez-vous, utiliser item va tester si notre objet il est bien dans l'inventaire et appeler l'action de l'item, d'accord. Donc là je vais passer l'item en paramètre qui est potion. Si je fais un run, vous allez voir que ça m'affiche bien action, d'accord. Et dans le cas d'une potion, il faudrait aussi que, alors c'est pas dans le cas d'une potion, c'est ouais, il faudrait que je supprime en fait l'item. Donc du coup je pourrais par exemple rajouter ici un troisième paramètre, c'est par exemple consommable. Et si c'est à consommable est à true, à ce moment-là, consommable, et si consommable est à true, à ce moment-là, je vais en plus supprimer l'objet de l'inventaire. D'accord? Donc si consommable est à true, donc je peux directement faire consommable comme ça, à ce moment-là, je vais supprimer ici mon item de mon inventaire. Et pour supprimer l'item de mon inventaire, c'est assez simple. Je récupère mon inventaire, donc self.inventaire, et je vais faire un remove. Et le remove que je vais faire, c'est mon objet i. Je vais mettre aussi par défaut, je vais tout simplement mettre par défaut qu'il s'agit d'un consommable. Voilà. Donc là, du coup, j'ai pas forcément besoin, quand je fais utiliser l'item, de renseigner le deuxième paramètre. D'accord? Ça sera true par défaut. Mais si je mets false, par exemple, mon item restera dans l'inventaire. Si je fais un run, vous voyez que là, mon item, il est resté dans l'inventaire après son utilisation ici, c'est-à-dire après l'appel de la méthode utiliser item. Mais si par exemple ici, je mets true, ce qui revient à ne pas renseigner le paramètre, puisque ici, il est déjà seté par défaut. Si je fais un run, vous voyez que hop, mon inventaire devient vide. D'accord? Donc si par exemple j'avais fait ici avant l'utilisation imprint utilisation d'un objet de l'inventaire et que ensuite j'avais fait un print de héros, qu'est-ce qui se serait passé quand je fais le run? Ici au début où j'ai mon inventaire qui est vide, j'achète un item, utilisation, j'ai mal placé la phrase, c'est pas logique qu'elle soit là. Donc je recommence, j'ai mon inventaire qui est vide, j'achète un item, quand j'affiche mon personnage, il a bien une potion qui est venue se rajouter dans son inventaire, mais il a perdu ici 10 d'argent. J'utilise un objet de l'inventaire, donc hop, il fait son action, l'objet. L'inventaire est vide, j'ai toujours 40 de vie, quand j'affiche mon perso, il n'y a pas de souci. 40 d'or quand j'affiche mon perso, il ne s'est rien passé d'autre ici sur les propriétés de mon perso. Par contre, mon inventaire est bien vide. Donc voilà, maintenant, on peut effectivement tester si notre objet est consommable ou non, tout simplement, lors de l'utilisation de l'objet, on lui passe sa nature. Et on pourrait même encore faire mieux que ça. On pourrait définir dans item, et c'est encore plus propre à faire, plus orienté objet, on pourrait définir une nouvelle propriété qui est consommable. Et qui va être égale à consommable, une variable qu'on va passer en paramètre ici de la fonction init. Donc du coup, ça voudrait dire que maintenant, alors je vais juste ici faire un def get consommable, qui est un getter tout simplement pour savoir si c'est consommable ou non.
Je retourne ici consommable. Ça, vous devriez savoir faire maintenant. Donc du coup, maintenant, j'ai pas besoin en fait ici de passer en paramètres un paramètre pour savoir si c'est consommable ou non. Je peux tout simplement récupérer via la méthode getConsommable qui va me retourner true si c'est consommable ou false si c'est consommable. Je peux tout simplement récupérer le fait que mon objet soit consommable ou pas, mon item soit consommable ou pas. Par contre, lors de la définition de l'item qui se trouve ici, il va falloir que je passe un dernier paramètre, un quatrième paramètre qui dit si oui ou non l'objet est consommable. Donc je pourrais mettre true par exemple pour dire qu'une potion c'est bien effectivement consommable. Et je pourrais aussi ici, par défaut, c'était le paramètre A par exemple true. Et là si je fais un run, hop, vous voyez que ça fonctionne tout comme avant. Sauf que l'avantage c'est que ici dans Hero, j'ai pas eu à spécifier directement dans l'utilisation de l'item, j'ai pas eu besoin de spécifier s'il était consommable ou non, ce qui d'ailleurs d'un point de vue orienté objet ne serait pas top puisque le fait qu'un item soit consommable ou non n'a absolument rien à voir avec le personnage. D'accord ? Maintenant j'ai déplacé la notion de est consommable dans l'item. D'accord ? Et d'ailleurs, consommable par défaut est à true, comme ça un objet, quand il sera rajouté, on n'est pas obligé de préciser. Donc là d'ailleurs, ici je suis pas obligé de préciser le true, puisque par défaut il sera consommable. Vous voyez que si je fais un run, ça fonctionne très bien, l'objet était là, a été rajouté, et l'objet a disparu ici. Donc voilà, maintenant il nous reste à définir potion, or et monstre. Et d'ailleurs, moi je pense que ça serait une bonne chose que vous fassiez en exercice la définition de monstre plus la définition de arme qui ne se trouve pas ici, mais ça serait logique en fait. Vous voyez pour l'instant qu'est-ce qu'on a fait, on a dit juste que arme ici c'était juste une chaîne de caractères pour l'instant, c'est pas top hein. Alors d'ailleurs arme ici n'a pas besoin d'être affiché comme ça. Vous voyez que ça fonctionne nickel puisque je n'a pas besoin d'être converti en chaîne de caractères, parce que c'est déjà une chaîne de caractères. Mais oui, au passage, arme, là, pour l'instant, c'est juste une chaîne de caractères, c'est pas terrible, ça serait pas mal que ce soit une classe, et que l'arme ait des propriétés, comme par exemple une puissance, une certaine puissance, et qu'en fait, ça détermine la puissance de notre personnage. D'accord ? C'est-à-dire que la puissance de notre personnage, ça soit en fait la puissance de l'arme. Donc arme serait donc un objet qui contiendrait de la puissance et un nom par exemple. Donc je vous laisserai le faire en tant qu'exercice, mais je me dis que juste monstre aussi, ce serait pas mal que vous le fassiez en exercice, surtout que là vous avez le schéma sous les yeux. Donc ça serait le premier exercice, ça serait définir monstre, puisque c'est facile, vous avez le schéma ici. Mais par contre, arme, vous n'avez pas le schéma et vous allez le définir. Donc ça, je le redirai à la fin de cette vidéo, qui est d'ailleurs un petit peu longue, donc c'est pour ça que j'aimerais vite redéfinir potion et or. Donc là, je vais créer une nouvelle classe potion. Potion va être une classe qui va s'appeler donc potion, qui va prendre en paramètre ici un héritage sur item. Item, il ne le connaît pas, donc from item import item, donc j'importe la classe item. Du coup, ensuite, là, j'ai ma méthode init. Ma méthode init, elle va tous. Alors, une potion, qu'est-ce qu'elle a comme paramètre? Elle a de la vie, le nombre de vie qu'elle régène. Donc, self.vie est égal à vie, ça vous savez faire. Ensuite, bon, bien sûr, ensuite je pourrais passer tout ce qui se trouve dans item, comme on l'a fait, donc c'est-à-dire un nom, un prix et une description pour construire l'objet et si c'est consommable ou non, comme ceci. Donc là, je peux appeler le constructeur, donc super. Le type c'est la potion et je lui passe l'objet. Et ensuite je vais appeler ici init qui va prendre en paramètre un nom, donc c'est le nom que j'aurais passé ici, un prix, c'est le prix que je vais passer ici, une description, c'est le prix que j'aurais passé en paramètre du constructeur de potion, et consommable ou non, c'est pareil, quelque chose que je vais passer que j'ai passé en paramètre ici de init. Ça vous savez faire normalement, il n'y a absolument pas de problème. Et par contre, ici, j'aurai ici combien de vie
Alors en fait c'est un getter ça en fait, donc get combien de vie, get vie en fait tout simplement, pour savoir le nombre de vie que ça nous enlève, donc get return vie, comme ceci. Donc là c'est une définition très très simple, d'accord, et c'est pas vie, c'est self.vie, pardon. Et ensuite je vais définir une nouvelle ici, un nouvel item, enfin une nouvelle classe qui sera basée sur item, c'est or. Donc from item, j'importe item. Donc je vais définir ma classe or qui va hériter d'item. Ça fait faire maintenant la définition de or, pardon, la définition de la fonction init va prendre en paramètre la valeur de l'or. Alors moi en fait je suis pas un super fan de dire la valeur et ensuite d'avoir le prix aussi de l'item, puisqu'en fait c'est la même chose. Donc à la place de la... Mais j'avais déjà exprimé le problème, je l'avais fait un petit peu rapidement, mais à la place de la valeur ici, je vais plutôt mettre le poids de l'or, d'accord. Donc ici maintenant l'or il sera défini par un poids, comme ceci. Et donc ce que je vais faire c'est que donc self.poids est égal au poids. Et ensuite, je vais faire exactement comme l'item ici. Je vais passer en paramètre les autres paramètres, tout simplement. Et je vais globalement copier cette ligne que j'ai écrite dans potion. Mais à la place de la potion, ça sera ici l'or, qui sera passé en paramètre de la fonction super, qui appellera donc le constructeur de la fonction... le constructeur de item. J'aurai pareil consommable, etc., etc. Donc je définirai aussi, depuis l'or, je pourrais définir aussi un item, les propriétés de l'item, pardon. Et j'aurai ici, en plus dans l'or, un getter, donc get poids, qui me renverrait le poids, tout simplement, return poids, comme ceci. C'est pas comme ceci, pardon, justement, avec le self devant. Hop. Et bien sûr, or et potion, je pourrais les incrémenter de différentes choses. Alors en fait poids, théoriquement tous les items auraient un poids, donc c'est pas super, en fait c'est pas top. Ce que je vous propose de faire, plutôt que d'écrire une classe or, et vous voyez que là c'est bien parce qu'on est confronté à un problème de développeur de base, vraiment de base, c'est est-ce que ça vaut le coup de définir cette classe ou pas. Moi ce que je vous propose c'est plutôt en fait on va définir une pierre précieuse en fait, et pour ce faire en fait pierre précieuse, comme ceci. Je vais passer pierre précieuse ici. Et à la place du poids ici, on va tout simplement passer le type de la pierre précieuse. D'accord? Donc ça serait par exemple de l'émeraude, de l'or, de l'argent, etc. Et get, ici je vais faire tout simplement un get type qui me renverra ici le type. Et ça sera un item aussi, pareil que les autres. Et ici, il va falloir que je renomme mon fichier aussi. Donc rename. Oh. J'ai pas le rename. Je le vois pas du moins. C'est bizarre ça. Bon. Bah ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir direct. Super bizarre. Pourquoi j'ai pas le rename? Eh ben, bon, je vais l'ouvrir dans l'Explorer ici et je vais le renommer directement là. Je vais le renommer donc pierre précieuse. Voilà, et là quand je vais revenir, il me l'aura modifié ici, vous voyez. Par contre, il faut que je le réouvre ici. Donc voilà, donc du coup maintenant j'ai deux nouveaux items qui ont des propriétés en plus et des méthodes en plus que l'item de base. Donc du coup ici par exemple si je reviens dans ma classe hero là où j'avais tous mes tests, je pourrais au lieu de ici définir un item potion, je pourrais tout simplement définir par exemple une potion. Alors une potion qui est égale à une nouvelle potion. Par contre effectivement ici il faut que j'importe donc from potion, que j'importe la potion comme ceci. Et donc à l'intérieur de potion, à l'intérieur des paramètres de potion, il va falloir que je lui passe la vie que ça rapporte. Donc on va dire que ça rapporte 20 de vie. Le nom, donc ça serait potion vie, comme ceci. Son prix,
ça coûterait par exemple 10 d'or. On avait mis 20 je crois tout à l'heure. Non, 10 d'or, pardon. La description redonne de la vie. Et consommable, est-ce que c'est consommable? True, mais vous voyez que c'est déjà c'était par défaut, donc j'ai pas besoin de le remettre. Je pourrais aussi définir un autre objet. Alors en fait, ça c'est une définition du jeu. C'est nous en tant que développeurs, on définirait tous ces objets. Je pourrais définir, alors donc potion vie. Je pourrais définir, par exemple, ici, petit. Alors en fait, je pourrais définir petite potion vie et grande potion vie. La grande potion de vie serait un objet potion qui redonnerait par exemple 50 de vie, qui s'appellerait donc grande potion de vie. Ici, par exemple, elle me redonnerait 20 de vie. Ou... Non, elle coûterait 20... elle coûterait, par exemple... Bon, allez, 30 d'or. Il faudrait revoir les métriques parce que c'est pas top. Et redonne beaucoup de vie. Et c'est inconsommable, pareil. Je pourrais ensuite définir ici une pierre précieuse. Par exemple, ce serait de l'or, qui serait égal à une nouvelle pierre précieuse. Alors vous voyez, il faut pareil que je l'importe ici dans ce fichier-là. Donc from pierre précieuse, import pierre précieuse. Donc pierre précieuse qui va être égale, donc son type ça va être de l'or. Son nom ça va être de l'or. On va dire pièce d'or comme nom. Son prix, bah, ça va être par exemple 40. Sa description, alors on va plutôt mettre ici pierre précieuse, tas d'or, roche d'or, parce que pièce d'or c'est déjà la monnaie de base, donc c'est pas logique. Donc c'est un caillou, pierre précieuse c'est un caillou. Il faudrait dépenser par exemple 40 pièces d'or pour acheter cette roche d'or qui est de l'or brut, qui n'est pas encore transformée en pierre. Je me souviens plus des paramètres qu'il y avait après. Description, voilà. Donc là la description ça serait une pierre précieuse d'or. Et ensuite le dernier paramètre ça serait consommable. C'est consommable. Effectivement, si on s'en sert, on le consomme et ça sortira de notre inventaire. Alors là, le problème c'est or. Effectivement, c'est un mot-clé de Python, donc c'est pas possible. Donc je vais mettre pierre roche d'or. Ensuite, je pourrais définir une nouvelle pierre précieuse qui serait par exemple émeraude, comme ceci. C'est une nouvelle pierre précieuse. Donc c'est de l'émeraude. Roche d'émeraude, par exemple, ça coûterait un petit peu plus cher, un petit peu moins cher que l'or, une pierre précieuse d'émeraude. Et donc vous voyez en fait, globalement, une fois qu'on a défini toutes nos classes, notre jeu il se résume juste à ça. Donc une fois que vous avez vraiment défini toutes vos classes, vos jeux ils vont se résumer à ça. Et c'est super pratique en fait, vraiment. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est ici acheter achat d'un item. Et là, maintenant, je peux acheter, par exemple, une roche d'or. Comme ceci. Et là, si je fais un run, vous allez voir. Alors, effectivement, potion is not defined, c'est ici. Je vais afficher roche d'or. Ici, roche d'or aussi, puisque potion n'existe plus ici. Si je fais un run ici, vous allez voir. Eh bien, dans mon inventaire, j'ai rien. Alors, item. Ici, j'affiche la description de l'item. Donc, c'est une roche d'or. Son prix il vaut 40. Une description, c'est une pierre précieuse d'or. Achat d'un item. Ici, j'achète un item. J'achète une roche d'or. Type magicien, blablabla, etc. Il lui reste plus que 10 d'argent, puisqu'effectivement, une roche d'or, ça coûte 40 pièces d'or. Donc, c'est un peu cher. Et après, je l'utilise. Donc, action. L'or, en l'occurrence, ça n'a pas d'action. Mais là, il a une action. Et son inventaire, il est vide. Et donc, il a ici toujours 10 d'or. Quand on affiche le personnage, il n'y a absolument pas de changement. Alors, à noter que justement concernant l'action de l'item, effectivement il ne se passe pas grand chose, mais on va redéfinir dans les différents items dans les différentes donc, potions et pierres précieuses qui héritent d'items, on va redéfinir la méthode action. D'accord? Alors c'est quelque chose de peut-être un peu bizarre. Mais là, si par exemple je mets rien dans la méthode action,
Alors effectivement là j'ai une erreur, il faudrait juste que je fasse un return de rien pour bien montrer qu'il y a un corps à la fonction. Donc là vous voyez que action ici a complètement disparu, c'est-à-dire que là j'appelle l'action de l'item mais en passant par potion, c'est-à-dire que souvenez-vous, en passant par pierre précieuse, souvenez-vous quand on a déclaré ici une pierre précieuse, quand on l'a déclaré dans Hero ici, une pierre, c'est où quand on a défini ici une pierre précieuse, on a hérité aussi des méthodes, c'est-à-dire on a hérité de action, d'accord? Du coup, c'est action qu'on appelle en passant par pierre précieuse, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de pierre précieuse, ici, il y a exactement la même méthode qui est définie, il faut imaginer qu'elle est là. Par contre, c'est sa propre méthode, hein, c'est pas la méthode d'autre chose, hein, c'est sa propre méthode qui est redéfinie ici. Mais nous, on va la redéfinir, on va l'écraser, la méthode de item, et on va la redéfinir juste pour nous, d'accord? Et la propriété, la fonctionnalité d'ici de la pierre précieuse, il n'y en a pas, c'est juste être joli. D'accord? Ça, c'est juste quand on appellera action sur pierre précieuse, ça fera juste être joli. D'accord? Quand on appellera l'action, par contre, de la potion, c'est def. Quand on appellera, donc, par contre, l'action de notre potion, comme ceci, donc def action self. En fait, ce qui va se passer là, c'est tout simplement, je vais afficher ici, à la place d'être joli, je vais afficher glue et glue pour montrer qu'on est en train de la boire. Donc du coup, en fonction de l'item qui va être reçu lorsque, par exemple, on fait un item ici, il va appeler la fonction action, c'est-à-dire ici, de l'item en question. C'est-à-dire que si je lui passe une potion ici, ou là je lui ai passé une roche d'or par exemple, il va appeler la méthode action de roche d'or. Si par exemple ici, j'avais acheté un autre item qui serait une potion, une petite potion de vie, d'ailleurs je vais baisser son prix, mettre à 10. Si j'avais acheté ici une petite potion de vie, et que j'avais utilisé ici ma potion, ma petite potion de vie, vous allez voir ce qui se passe quand je fais un run. C'est la première chose ici, bon, notre inventaire il est rempli de 2 items. Au début on a 50 d'or, après là on a 0 d'or, puisqu'on a acheté 2 items et ça fait 50 les deux. Utilisation d'un objet d'un inventaire. Alors là, je pourrais mettre utilisation d'objet de l'inventaire. Je vais refaire un run. Hop. Donc là, utilisation d'objet de l'inventaire. Vous voyez que là, pour le cas de la roche d'or, c'est être joli qui est appelé, donc qui est affiché. Donc ça veut dire qu'on a bien appelé la méthode action de la pierre précieuse et non pas de l'item. D'accord? Ici, qui fait rien d'ailleurs. On a appelé ici bien la méthode de pierre précieuse. Et dans le cas ici, dans le cas suivant, on appelle glue, et c'est bien la méthode ici action de la potion, puisqu'on a passé un objet de type potion. Donc en gros, c'est ce que l'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire qu'un objet peut avoir plusieurs formes, entre guillemets. Ça, il faut le voir en fait comme c'est un objet qui hérite de quelque chose, donc il a 2 formes, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, la potion, c'est à la fois une potion, c'est à la fois lui-même, mais c'est aussi un item, d'accord? Puisqu'il hérite d'item. Donc du coup, on peut passer une potion et faire comme si c'était un item, en fait, en quelque sorte. D'accord? Puisque c'est un item, en fait. C'est un item, mais enrichi d'autres choses. Donc si je passe en paramètre d'une fonction qui attend un item, donc de type item et pas de type potion, je lui passe une potion, je vais pouvoir utiliser tout ce qui est contenu dans item. C'est-à-dire, comme item contient une action, je vais pouvoir appeler une méthode action qui se trouve dans potion, qui est un item, tout simplement parce que item, lui aussi, possède une méthode action. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que depuis le personnage ici, lorsque je vais faire utiliser item et qu'il attend un item ici, je vais pouvoir appeler l'action, d'accord, de potion, en l'occurrence. D'accord? Que j'ai redéfini par rapport à son parent, ici,
qui l'avait déjà défini. D'accord? D'ailleurs, si je fais ici un print et je mets je suis un item, ça serait par exemple l'action de item. Si par exemple ici dans pierre précieuse, je fais super et que je vais récupérer ici, donc là je lui passe en paramètre type, vous savez déjà faire. Ah, ensuite. Pierre, vous savez déjà faire, je vais lui passer le self ici. Si par exemple ici j'appelle l'action du parent, je fais un run, vous allez voir que ici, ça met bien je suis un item et être joli, et ces deux lignes correspondent vraiment à l'action ici de la pierre précieuse, et ça a appelé aussi l'action ici de son parent. D'accord? Donc on a redéfini en quelque sorte l'action de notre parent. C'est-à-dire que quand Python arrive face au choix, comme il voit que c'est un item, attention, hein, si j'avais pas défini ici d'action, je vais vous le montrer, hein. Si j'avais pas défini d'action ici dans la pierre précieuse, ce qu'il aurait appelé ici, c'est je suis un item uniquement. C'est-à-dire la méthode action qu'il a hérité, que pierre précieuse a hérité de item. Par contre, si je la redéfinis dans l'objet ici, qui hérite de item, c'est-à-dire pierre précieuse hérite de item, si je la redéfinis cette méthode, c'est elle qui va être appelée, et non pas la méthode de son parent. Elle a donc une priorité sur l'appel, si on l'appelle depuis directement un objet de pierre précieuse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette longue vidéo, très très longue vidéo, mais on a survolé pas mal de concepts, et en fait c'est tous des concepts qui sont vachement liés, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire tout d'un coup. Puis on aura aussi globalement presque terminé notre petit MMO. Comme exercice, comme je vous l'avais dit, il vous restera à écrire la classe monstre, et aussi écrire la classe arme qui possède, souvenez-vous, un nom et qui possède une puissance. Et il va falloir remanier un peu le code pour que notre héros il puisse eh bien, avoir une puissance définie en fonction de la puissance de l'arme. Alors il peut très bien avoir une puissance par défaut, hein. Par exemple, on peut très bien dire que notre héros par défaut il a une puissance qu'on a définie d'ailleurs ici, souvenez-vous, en paramètres. Ici, on a défini une puissance. Et ça pourrait très bien être, sa puissance ici, elle pourrait très bien être définie ici comme la puissance qu'on passe en paramètre, plus la puissance de l'arme, comme ceci, par exemple. Et alors, ça serait get puissance, hein, pour récupérer la puissance sur l'objet arme. Donc ça pourrait être très bien ça. Je vous laisse en juger, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Moi, je pense que je ferai ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette très très longue vidéo. J'espère que vous avez pu faire des pauses entre temps. Moi, j'ai pas fait de pause, mais disons que j'avais envie de traiter tous ces concepts d'un coup. Et j'espère que vous allez bien faire vos exercices. On se retrouve dans la vidéo suivante pour justement voir la résolution des exercices et pour continuer sur l'apprentissage de Python. Je vous dis à bientôt et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.